puis un grand merci également à l'Université ouverte pour cette invitation. Alors, je vais aujourd'hui partager avec vous quelques réflexions que je peux avoir sur des évolutions dans les pratiques de travail. Et notamment, on va discuter d'un groupe de travailleurs qu'on appelle les travailleurs indépendants. Et dans ce groupe, on s'intéressera plus particulièrement à un sous-groupe qu'on peut appeler, bien maladroitement sans doute, qu'on peut appeler les nouveaux travailleurs indépendants, c'est-à-dire toutes ces personnes qui décident de se mettre à leur compte pour exercer des activités que l'on peut qualifier de créatives. Alors, d'abord, petite définition, qu'est-ce qu'un travailleur indépendant? Eh bien, c'est tout simplement un travailleur qui n'est pas salarié, c'est-à-dire un travailleur pour lequel il n'y a pas de lien de subordination avec le donneur d'ordre. Parce que dans le cas du travailleur indépendant, il n'y a pas d'employé, mais il n'y a que des clients. Donc ça, c'est important parce que ça donne au travailleur indépendant un statut particulier et ça le met dans une relation particulière, notamment lorsqu'il collabore. Il ne collabore pas avec d'autres employés de son entreprise, mais il collabore avec des personnes qui elles-mêmes sont le plus souvent donc, des travailleurs indépendants, ou alors ça peut être des collaborations dans le cadre de collaborations avec des entreprises. Alors le travailleur indépendant, lorsqu'on parle du travailleur indépendant, on pense beaucoup au statut d'auto-entrepreneur qui a connu un vif succès il y a quelques années, qui aujourd'hui, le nombre de créations se tasse un petit peu, mais ça ne renvoie pas uniquement qu'aux auto-entrepreneurs, ça renvoie également à d'autres statuts juridiques comme l'URL ou le statut de SASU. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail juridique de ces statuts, mais gardez en tête que grosso modo, pour ces personnes-là, il s'agit de créer une entreprise dans laquelle ils sont leur seul et unique employé finalement. Alors le travail indépendant, en fait, c'est une très très longue histoire. Si aujourd'hui on voit revenir la question du travail indépendant à la fois dans la presse et dans le débat politique, ce n'est pas parce que c'est un phénomène nouveau. Jusqu'au milieu du 19e siècle, la majorité des travailleurs étaient des travailleurs indépendants. Et alors, si les premiers chiffres, les premières études datent des années 1850, on estime que c'est à peu près environ en 1830 où il a commencé à y avoir le croisement entre le nombre de salariés et le nombre de non-salariés. Ça a mis environ un siècle pour qu'il y ait une transition quasi totale du travail indépendant vers le travail salarié, mais le travail donc non salarié était jusqu'au 19e siècle le travail dominant. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être des nouvelles catégories, de travailleurs indépendants. Et c'est grâce à l'émergence de ces nouvelles catégories de travailleurs indépendants qu'on s'intéresse à nouveau aux travailleurs indépendants. Alors, quelques chiffres sur les travailleurs indépendants. Il serait 2,7 millions de personnes en France hors secteur agricole représentant environ 450 000 personnes. 28% seulement 28% sont des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que plus de 2 tiers en fait, des indépendants ne sont pas des auto-entrepreneurs. Ça permet là d'éviter peut-être un raccourci qu'on fait souvent. Un tiers sont pluriactifs, c'est-à-dire que pour un tiers d'entre eux, soit ils exercent plusieurs activités, soit ils sont à la fois salariés et indépendants. Et ils représentent aujourd'hui à peu près 10% des actifs, alors que jusque dans les années 70, ils représentaient 20% des actifs. Enfin, sur leurs activités précédentes, c'est très intéressant parce que ça va nous dire un petit peu quelles ont été leurs motivations pour devenir indépendants. On se rend compte qu'en fait, seulement 15% d'entre eux étaient au préalable chômeurs. Donc ça veut dire qu'on ne devient pas indépendant parce qu'on est au chômage et qu'on ne trouve pas d'emploi. Là, ça remet aussi peut-être en cause une idée reçue qui consisterait à dire finalement beaucoup d'indépendants créent leur entreprise parce qu'ils ont du mal à trouver un emploi. Et seulement 11% d'entre eux étaient au préalable en études ou en formation. Donc
là, ici encore, la création du statut de travailleur indépendant n'est pas uniquement le fait d'étudiants qui, à la sortie de leurs études, décident d'embrasser une carrière d'entrepreneur. Alors, on s'intéresse aujourd'hui aux travailleurs indépendants parce qu'on voit arriver depuis quelques années, depuis une petite dizaine d'années, disons, l'émergence de nouvelles catégories, de nouveaux noms, concepts qui émergent, essentiellement d'abord dans la presse, puis ensuite dans le milieu académique, on essaye de se les approprier, ces concepts, de voir ce à quoi ils renvoient, de les définir, de les éprouver. Mais vous avez peut-être entendu parler des makers, des coworkers, des néo-artisans, des slashers, des freelances créatifs. Toutes ces catégories de personnes renvoient donc la plupart du temps à des travailleurs indépendants qui développent de nouvelles pratiques de travail, des travailleurs indépendants dont l'activité repose en partie sur un usage important des nouvelles technologies et également est lié à le développement de ces catégories le développement de nouveaux espaces de travail, ce qu'on va appeler les tiers-lieux. Pour les makers, ça va être les makerspaces, les Fab Labs, c'est-à-dire des espaces dans lesquels les personnes vont pouvoir trouver toutes les ressources pour produire des objets physiques. C'est-à-dire que les makers sont avant tout des personnes qui vont produire des objets à partir d'imprimantes 3D, à partir de cartes Raspberry, qui sont des cartes électroniques, etc., etc. Donc là, on a affaire à des gens qui se situent finalement entre l'artisanat, l'art, le design. Pour les coworkers, en revanche, on va être devant une population qu'on va retrouver essentiellement dans des espaces de coworking, comme il y en a aujourd'hui pléthore ici à Paris. Donc, c'est-à-dire des espaces partagés dans lesquels vous pouvez louer à l'heure ou à la journée un espace de travail, un bureau ou une salle. Et donc, dans cet espace, vous allez avoir toutes les ressources dont vous avez besoin, hein, Internet, de quoi vous restaurer. Mais vous pouvez également trouver sur place des personnes, et c'est peut-être là la principale ressource, c'est trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer. Ensuite, on a les slashers. Les slashers, ce sont ces personnes qui délibérément choisissent d'être des pluriactifs. Hein, c'est ça, les slashers sont des pluriactifs. C'est une autre notion que vous pouvez trouver dans la presse. Dernière notion qu'on trouve dans la presse, ce sont les freelances créatifs. Alors les freelances créatifs, je vais revenir là-dessus dans quelques secondes, mais c'est toutes celles et ceux qui exercent des métiers de développeurs informatiques, de designers, d'illustrateurs, etc., etc. Alors, et ça renvoie également à une population que l'on qualifie, là aussi, hein, de façon très, très approximative, des hipsters, la population des bobos. En anglais, il y a également les proficients. Quand on voit tous ces mots-là, toutes ces notions-là dans la presse, généralement, derrière, il y a ces nouveaux travailleurs indépendants. Donc, vous voyez, c'est une notion très, très floue. Et il faut faire attention parce que ça a tendance à partir un petit peu dans tous les sens quand on commence à s'intéresser à ce domaine. Et il va falloir, le travail maintenant, c'est d'essayer de mettre à l'épreuve toutes ces notions. Alors, autre caractéristique, c'est que c'est un phénomène international, phénomène qu'on va retrouver dans les grandes villes, Berlin, New York, Londres, Paris, Barcelone. Ce sont des endroits où on a vu la création depuis de nombreuses années, création de makerspace, d'hackerspace, de Fab Lab, d'espaces de coworking, où on a vu l'émergence de communautés de nouveaux travailleurs indépendants. Alors si je me focalise sur une catégorie que je suis en train d'étudier actuellement, là aussi on va appeler sans doute très maladroitement les freelances créatifs. C'est une catégorie de nouveaux travailleurs indépendants qui exercent des métiers divers tels que rédacteurs, infographistes, designers, etc., etc. Ça représenterait, selon une étude, alors c'est une étude de Upwork, d'une plateforme Upwork et WeShare que vous connaissez peut-être, qui a été réalisée en 2017, qui porte sur 1025 répondants membres de la plateforme. C'est important à noter, hein. Donc, selon cette étude,
il y aurait environ 825 000 freelances créatifs, 825 000 personnes qu'on pourrait faire entrer dans cette catégorie. Et les chiffres sont intéressants, en tout cas pour ces 1025 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. En général, ils travaillent essentiellement chez eux, 3,5 jours par semaine chez eux. Donc, quand on se focalise uniquement sur les espaces de coworking, en fait, on passe à côté sans doute de l'essentiel du phénomène, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas dans des espaces de coworking, sont avant tout chez elles. Ce sont plus d'un tiers de ces freelances créatifs qui exercent en région parisienne. Donc c'est un phénomène avant tout parisien, hein, parce que plus d'un tiers sont concentrés sur Paris. Et là aussi, en termes de choix, c'est intéressant parce que quand on les interroge, ou en tout cas celles et ceux qui ont bien voulu répondre à ce questionnaire, pour 90% d'entre eux, ils nous disent que c'est un choix délibéré et que c'est un choix qui s'est fait par besoin d'indépendance et parce qu'ils sont aussi allés vers l'entrepreneuriat, une envie de tester l'entrepreneuriat. Alors on a affaire là à une catégorie particulière, hein. Il faut bien faire attention, je ne parle pas de tous les travailleurs indépendants quand je parle d'eux, je parle d'une catégorie de population qui est particulièrement éduquée, une catégorie de population qui vit donc dans les grands centres urbains, une catégorie de la population qui est particulièrement mobile. Donc, c'est-à-dire c'est une catégorie de la population qui est capable d'évoluer dans un monde en changement, dans un monde globalisé. C'est une partie de la population qui a les ressources pour finalement évoluer, mais également participer à ces évolutions. Alors, ce développement de ces nouveaux travailleurs indépendants, hein, les makers, les coworkers, les freelances créatifs, etc., s'inscrit, je pense, dans un contexte assez favorable. D'abord, une évolution des styles de vie. Ensuite, une culture entrepreneuriale qui s'est développée ces dernières années. Il suffit de voir le nombre d'étudiants que l'on a en cours qui souhaitent devenir entrepreneurs. Et enfin, l'évolution des technologies, et notamment les technologies mobiles. Alors, si on passe rapidement en revue ces évolutions, d'abord, il y a une évolution dans les styles de vie, hein. Il y a plusieurs enquêtes qui nous montrent qu'une partie de la population, là aussi sans doute la plus jeune, la plus éduquée, rejette le modèle du salariat et est une population qui est en quête de liberté, d'autonomie, de créativité, de responsabilité. Ça renvoie un petit peu aux chiffres, hein, qu'on a évoqués précédemment. Et c'est aussi une population qui souhaite expérimenter de nouvelles pratiques de travail. Le nomadisme, par exemple, avec une sous-catégorie de travailleurs indépendants qu'on va appeler les digital nomades, qui sont ces travailleurs indépendants qui décident en plus de ne plus avoir de bureau de travail, mais de ne plus avoir de domicile, c'est une pratique qui consiste à voyager tout en travaillant, tout en développant son activité professionnelle. Donc ça fait partie d'une étude en cours où j'essaye de rencontrer donc ces personnes. Et effectivement, ce sont des personnes qui ne sont plus chez elles, qui voyagent et qui, en même temps, développent leur activité professionnelle, soit localement, soit de façon internationale. Vous pouvez aussi voir dans la presse des notions comme le workation, c'est-à-dire c'est un mélange de vacation et de work, de travail et vacances. Et là, ça se manifeste assez concrètement. Si vous allez sur Internet, vous verrez, il y a des offres de camps pendant une semaine, pendant une semaine, vous vous rendez dans un lieu en général très exotique et qui consiste finalement ce camp à allier vacances et travail. C'est-à-dire que vous allez alterner, pour prendre un exemple tout à fait concret, vous allez alterner des stages dans un sport, par exemple le surf, avec des workshops pour développer votre entreprise. Alors vous avez un programme qui est réalisé où le matin vous avez du yoga, ensuite vous avez 1h30 de workshop pour développer la marque de votre entreprise. Vous enchaînez ensuite sur une leçon de surf et l'après-midi vous travaillez par exemple sur votre modèle d'affaires.
Donc ça se développe. Je n'ai pas de chiffres sur le succès de ces camps. C'est quelque chose, c'est un phénomène là qui est très marginal, qui est encore, je pense, difficile à mesurer, mais c'est une offre qui est maintenant de plus en plus importante sur Internet. Et donc là, dans ces camps-là, on attire ce qu'on va appeler ces digital nomades. Ensuite, il y a cette influence des contre-cultures et des mouvements alternatifs. On le voit par exemple chez les makers, quand on interroge ce qu'on va appeler les makers. Donc les makers, pour rappel, ce sont ces personnes qui sont à la frontière de l'artisanat, de l'art, du design, parfois même du high-tech. Et lorsqu'on interroge ces personnes, on se rend compte que ces personnes ont baigné dans des contre-cultures, la contre-culture geek, la contre-culture des hackers, parfois les cultures urbaines aussi, le street art, des choses comme ça. Donc, la contre-culture explique en partie, peut-être pas pour toutes les catégories, mais pour certaines catégories, explique en partie le développement de ces pratiques de travail. Par exemple, c'est vraiment très particulier, par exemple, enfin pas particulier, mais c'est très évident pour le mouvement des makers. Lorsque vous vous intéressez au mouvement des makers, très rapidement, les acteurs évoquent leurs références culturelles qui renvoient à ce genre de contre-culture. Et enfin, vous pouvez également lire dans la presse des expressions comme lifestyle entrepreneurship. Là, c'est une notion qui est intéressante, faites l'exercice. C'est une notion qui est intéressante parce que ça montre le degré de diffusion de la culture entrepreneuriale dans la société, parce que ça consiste finalement à développer un business autour de son mode de vie et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrières, plus de frontières entre son style de vie et son activité professionnelle. Donc là, on n'est même plus dans le débat de la vie privée, vie professionnelle, c'est une façon d'essayer d'articuler, d'interrelier, et même de fondre l'un dans l'autre, finalement, la vie privée et la vie professionnelle. Et les personnes que je peux rencontrer m'expliquent qu'effectivement, elles développent des activités professionnelles autour de leur style de vie. Le voyage, le sport, un goût prononcé pour la mode ou autre. Alors par exemple, vous avez ce livre de Tim Ferriss qui s'est vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires. Et c'est un livre qui apparaît souvent comme une bible pour de nombreux digital nomades. Il vous explique que, grosso modo, souvent le déclic leur est venu en lisant ce livre. Donc c'est un livre de management, ce n'est pas du tout un livre académique. Et dans ce livre, donc du coup j'ai pris le soin de lire, Tim Ferriss explique comment lui-même a pu développer une activité et ensuite pouvoir voyager tout en continuant son activité et à s'enrichir. Donc, ce livre, aujourd'hui, fait partie des références clés de ce sous-groupe en fait, de travailleurs indépendants. Et il développe notamment une notion clé qui fait rêver beaucoup de personnes, c'est la notion de passive income, c'est-à-dire la capacité à créer des revenus sans travailler. Voilà. Donc effectivement, le produit d'appel est extrêmement attractif. La réalité empirique est souvent bien différente. Je pense que c'est important de noter que derrière tout ça, la réalité empirique, lorsqu'on rencontre les acteurs, qu'on commence à s'intéresser à leur vie, à leur niveau de vie, à leurs revenus, on est très très loin de ce qui peut nous être décrit dans ce genre d'ouvrage, mais c'est important à noter parce que c'est important en fait, c'est des références qui sont importantes dans la rhétorique de ces mouvements-là. Le rôle des technologies mobiles, bien évidemment. Là, j'ai pris une photo qui vous montre finalement donc un ordinateur au bord de la mer. C'est pour illustrer l'idée que le salarié est sorti de l'entreprise grâce aux technologies mobiles. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, avec le télétravail qui se développe. On estime, alors les chiffres, c'est difficile d'obtenir des chiffres précis, mais entre 25 et 35% des entreprises françaises pratiqueraient le télétravail. Donc,
le salarié est sorti physiquement de l'entreprise, mais il en sort aussi psychologiquement de l'entreprise. Et cette sortie physique de l'entreprise, l'abandon de son bureau physique, conduit petit à petit à une sortie qu'on peut qualifier de psychologique. C'est-à-dire que petit à petit, on s'habitue à tout simplement ne plus être salarié. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes générations. Et je pense que c'est en partie dû parmi d'autres, il n'y a pas de déterminisme technologique dans mon propos, c'est en partie dû à l'évolution des technologies mobiles et également dû à la partie logicielle qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez développer très facilement tout un tas de services. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas un spécialiste en infographie, eh bien, vous pouvez quand même faire des choses d'un niveau très correct pourvu que vous ayez le temps. En tout cas, les outils sont là. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Et c'est assez étonnant de voir ce que ces travailleurs indépendants peuvent réussir à faire avec des outils quasiment gratuits. La qualité des sites Internet, sans ayant reçu aucun cours en conception de sites Internet, la capacité qu'ils ont à s'approprier les réseaux sociaux, par exemple Instagram, alors qu'ils n'ont jamais reçu de cours de marketing, etc., etc. Parce que les outils sont là, parce que l'information est là, et on est aussi face à une population donc, qui, à la base, a quand même reçu un niveau d'éducation élevé, mais qui, en plus, a une grande capacité d'auto-apprentissage. Alors, pour ce que j'appelle les néo-artisans, les makers, ce qui a beaucoup joué également dans le développement de ces catégories, c'est l'arrivée, toujours sur la question des technologies, l'arrivée en fait et le développement de technologies telles que l'impression 3D, les découpeuses laser, ces cartes, par exemple Raspberry. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte Raspberry? C'est un petit ordinateur tout simplement qui est grand comme une carte de crédit et avec lequel vous allez pouvoir prototyper des objets électroniques très facilement. Et donc, pour un coût extrêmement réduit, aujourd'hui, vous pouvez développer des objets très techniques avec des développements électroniques à l'intérieur et logiciels importants. Donc ça change la donne. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui, en tant qu'auto-entrepreneur, commencer à prototyper des objets très complexes. Là où avant, il fallait beaucoup d'argent. Et si vous n'étiez pas dans une entreprise, dans une structure importante, qui aurait pu mobiliser des sous, des outils, vous n'auriez pas pu développer ces prototypes. Aujourd'hui, c'est possible de développer ces prototypes facilement avec des imprimantes 3D, etc., etc. Alors, bien évidemment, on n'en est pas encore au stade de l'imprimante 3D comme outil de production. Je suis très prudent là-dessus. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que l'imprimante 3D comme outil de prototypage, c'est un outil effectivement qui est extrêmement utilisé et très apprécié par tous ces makers, tous ces gens qui travaillent dans les Fab Labs, les makerspaces, etc., etc. Alors, ça rend ces nouvelles catégories de travailleurs indépendants renvoient, selon moi, à au moins deux grands enjeux. Un enjeu de sécurité de l'activité, que je vais opposer à la sécurité de l'emploi, et à une sécurité de la vie sociale. Alors, la sécurité de l'activité, ça consiste à s'assurer une continuité de son activité. Le grand problème des travailleurs indépendants, enfin de ces nouveaux travailleurs indépendants, c'est de trouver des clients quand vous devez vous charger de tout. De la maintenance de votre site internet, de votre présence sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. De la partie administrative, parfois de la partie comptable, etc., etc. Donc, en fait, il vous faut trouver des clients pour assurer la continuité de votre activité. Et ce que je me rends compte de façon très empirique, c'est que c'est souvent là que le statut de travailleur indépendant touche ses limites, dans la capacité à trouver de nouveaux clients. Alors, quelles sont les astuces des travailleurs indépendants? Eh bien, tout simplement, c'est de créer et d'animer un réseau. Et ça devient, pour un certain nombre d'entre eux, une activité importante, sinon dominante.
Euh, donc, comment on crée, on anime un réseau qui, normalement, devrait être un pourvoyeur d'activités, hein, c'est ça l'objectif. Hein. Eh bien, en étant présent dans les événements et en étant très présent sur les réseaux sociaux. Et ça passe par une pratique qui est la production de contenu gratuit. La production de contenu gratuit. Des posts, donc des articles, des tweets, des photos, etc., etc. Mais ça devient tellement problématique qu'à un moment donné, on ne sait plus vraiment ce que le travailleur indépendant peut créer comme différence lorsqu'il facture. Quand vous prenez des travailleurs indépendants, par exemple, dont le métier, c'est d'accompagner les entreprises à développer leur présence sur les réseaux sociaux, et que pour se légitimer, pour se faire connaître, la personne écrit de nombreux articles sur un blog sur comment développer sa présence sur les réseaux sociaux. Au final, lorsque vous êtes un client potentiel, vous dites « mais peut-être que tout le contenu est là, gratuit. Peut-être que le contenu est là. » Donc, la production de contenu gratuit est problématique, parce que c'est un travail gratuit derrière, et donc ça ne permet pas à la personne de gagner de l'argent. Et en même temps, c'est aussi le moyen par lequel la personne va pouvoir se faire connaître. Et on arrive dans un système où la sécurité de l'activité professionnelle dépend du réseau. La sécurité de l'activité professionnelle dépend de votre capacité à développer et à mobiliser un réseau. Et c'est pour ça qu'il faut sans cesse alimenter ce réseau en contenu. Si vous cessez d'alimenter le réseau en contenu, eh bien, le réseau cesse de vous considérer comme un fournisseur de services potentiels. Donc il faut sans cesse produire du contenu pour ce réseau. Quitte parfois à aller trop loin et à produire tellement de contenu gratuit qu'on se demande même, qu'on finit par se demander qu'est-ce que vous pourriez produire si on vous payait. Peut-être la limite de l'exercice. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment on est en train de passer, avec ces nouveaux travailleurs indépendants, de la sécurité par le contrat à la sécurité par le réseau. Deuxième sécurité, c'est celle de la vie sociale. Sécurité de la vie sociale, ça veut dire éviter l'isolement. Donc on l'a vu, hein, les personnes travaillent essentiellement chez eux. Ce sont des personnes qui travaillent seules, qui peuvent travailler sur des projets, mais qui avant tout sont des personnes qui travaillent seules. Donc ce sont des personnes qui font face à un problème d'isolement. Donc alors là, quelles sont les stratégies pour sortir de l'isolement? Alors d'abord, en fréquentant des tiers-lieux, c'est une première façon, que ce soit des espaces de coworking ou tout simplement des cafés working. Des cafés working, c'est-à-dire que vous payez à l'heure ou à la demi-journée en échange d'un café et de quelques viennoiseries. Le café working, c'est une façon au moins d'être en société, de ne pas rester isolé chez soi. Vous en avez beaucoup dans Paris qui se sont développés ces dernières années. Mais vous avez également une deuxième pratique qui consiste à fréquenter d'autres groupes de travailleurs indépendants, par exemple sur Meetup, la plateforme Meetup, sur Facebook. Et là, avec ces groupes que vous allez rencontrer, eh bien, vous allez sortir de votre isolement. Mais alors, paradoxalement, ce n'est pas forcément dans ces groupes que vous allez trouver des clients. C'est-à-dire que vous ne faites pas forcément du réseau pour trouver des clients, mais vous faites en partie ce travail de réseau pour, avant tout, vous créer une vie sociale. Bien évidemment, ça peut vous apporter des opportunités, mais c'est que les personnes ont aussi ce besoin de sortir de chez elles, aussi besoin de créer, de nouer des contacts, d'échanger. Parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement dur lorsque vous êtes travailleur indépendant, c'est que vous n'avez pas de retour sur votre travail. Vous êtes toute seule face à votre ordinateur, à vos problèmes, face à vos contraintes. Et le fait de fréquenter des espaces de coworking, des tiers-lieux en général, ou alors des groupes en ligne
sur Meetup. Alors les groupes Meetup en général ont vocation ensuite à se rencontrer physiquement, hein. Mais des groupes sur Facebook, ça permet d'échanger. Ça permet tout simplement de se sentir moins seul. Alors quels sont ces objectifs? Bien, donc développer une vie sociale, de l'entraide. Ces personnes-là cherchent aussi de l'entraide. Ce qu'on a appelé avec un groupe de chercheurs du coaching participatif ou du co-coaching, c'est-à-dire qu'on s'entraide, on se co-coach les uns les autres, du don contre don, c'est-à-dire que vous êtes seul, vous n'avez pas toutes les compétences pour tout faire, mais vous n'avez pas d'argent non plus. Puis en face de vous, il y a une personne qui est à peu près dans la même situation que vous. Eh bien, vous allez vous entraider, un service contre un autre. Ou alors vous allez aider une personne qui débute, et puis ça sera une troisième personne qui viendra vous rendre service. Alors on est vraiment dans la notion de don contre don, telle qu'elle a pu être définie en anthropologie. Et bien évidemment, le troisième objectif, c'est la création de nouveaux projets, la création d'entreprises, etc., etc. Quelles sont les formes organisationnelles qu'il y a derrière ces nouvelles formes de travail? Parce que le titre de cette présentation, c'est « Tous travailleurs indépendants, mais ensemble ». C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, bien évidemment les travailleurs indépendants m'intéressent, mais ce qui m'intéresse, c'est leur capacité à collaborer, leur capacité à créer du lien, à porter parfois des projets importants. Alors il y a deux formes qu'on voit apparaître, hein, une forme qu'on peut qualifier d'organique et une forme plateforme qui renvoie notamment à la notion d'économie de plateforme telle qu'on peut la connaître. La forme organique de collaboration se caractérise par des liens plus ou moins formels entre les indépendants. C'est-à-dire que tous ces lieux de socialisation, le groupe Facebook, le groupe sur Meetup, le tiers-lieu, sont l'occasion de créer des collaborations, mais dans lesquelles il ne va pas forcément y avoir donc, de liens de subordination et dans lesquelles les parties prenantes peuvent très rapidement évoluer, en nombre, en statut, etc., etc. Donc on est sur des choses très mouvantes, sur des formes organisationnelles très mouvantes, très flexibles, qui se font, qui se défont au gré des projets. Parfois même, durant un projet, ces formes organisationnelles peuvent évoluer. Et souvent, le projet devient l'unité de collaboration et de définition de l'organisation. Le projet est une notion intéressante pour nous parce que c'est quasiment une unité à partir de laquelle on va pouvoir étudier les activités des travailleurs indépendants. Et c'est le projet qui structure l'activité. Et notamment lorsque les personnes sont engagées dans des projets collectifs. C'est-à-dire pas uniquement le travailleur indépendant face à son client, mais le travailleur indépendant qui travaille avec d'autres personnes, d'autres indépendants ou pas, pour satisfaire un client. Il y a bien évidemment les sites d'intermédiation. Alors, les sites d'intermédiation, c'est souvent entre les indépendants et les entreprises. Et là, on rentre dans une forme plutôt plateforme, comme l'économie de plateforme, comme pour Uber ou Deliveroo, si vous voulez. Et notamment, il y a un site, qui s'appelle Upwork, qui est, je pense, peut-être le plus important en France, sauf erreur de ma part, sur lequel vous allez vous inscrire en tant qu'indépendant, et ensuite, les entreprises vont pouvoir vous trouver. La plateforme, bien évidemment, trouvant une source de rémunération dans cet échange. Donc là, on est à nouveau sur une économie, une forme qui est beaucoup plus une forme plateforme, avec un rôle de plus en plus important, ces sites qui sont apparus il y a peu de temps finalement, un rôle de plus en plus important de ces sites d'intermédiation. Enfin, il y a une deuxième forme de plateforme, et là on revient à la notion de tiers-lieu, c'est lorsque le tiers-lieu joue le rôle de donneur d'ordre.
C'est ce qu'on peut observer par exemple dans les makerspaces lorsque finalement le tiers-lieu est également un porteur de projet. C'est-à-dire que le makers va être un membre, donc un client si vous voulez du makerspace, mais à l'occasion d'un projet porté par le makerspace, le membre peut devenir également prestataire. Et donc là, le tiers-lieu se comporte un petit comme une plateforme entre le membre, donc le makers, et une entreprise cliente. Donc on voit qu'il y a au moins deux grandes formes organisationnelles qui structurent les activités de ces indépendants, la forme organique et la forme plateforme. Alors je vais conclure en répondant à la question que j'ai posée. Alors, est-ce que demain, nous serons tous travailleurs indépendants? Je pense qu'il faut être clair là-dessus, non. Certaines études nous disent qu'un tiers des travailleurs seront des travailleurs indépendants d'ici 2035. Donc, même si on s'appuie sur ces études, mais en tout cas, il faut être extrêmement prudent avec ce genre de chiffres, et même si on s'appuie sur ce genre d'études, le salariat restera la forme dominante. Apparemment, jusqu'à preuve du contraire, j'ai envie de dire. Mais ce qui est intéressant dans les travailleurs indépendants, c'est le fait que ces pratiques vont peut-être se généraliser. C'est-à-dire que ce qu'on va voir apparaître, peut-être on commence déjà à voir apparaître, ce sont des employés qui se comportent de plus en plus comme des indépendants. D'abord, il y a la population des slashers, donc qui sont à la fois salariés et à la fois indépendants, donc qui ont déjà cette culture du travail indépendant. Mais il y a également tous ces salariés qui adoptent les mêmes codes que les travailleurs indépendants, en travaillant sur leur réseau, en produisant du contenu, en cumulant les emplois, c'est-à-dire en passant d'un employeur à un autre employeur, de façon à se créer une liste de références, et le CV devient ici une liste de références, comme le travailleur indépendant a besoin de références pour développer sa légitimité, eh bien, on va avoir apparaître ces mêmes pratiques. Des salariés qui adoptent les critères, les codes, les pratiques des travailleurs indépendants. Donc, je pense que s'intéresser aux nouveaux travailleurs indépendants est intéressant à un double titre. D'abord parce que ça nous permet d'éclairer de nouvelles catégories de travailleurs qui ont émergé depuis une dizaine d'années, mais ça nous permet aussi de comprendre certaines pratiques qui se développent et qui sans doute se développeront de plus en plus chez les salariés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je reviens en arrière. Dans les chiffres que vous nous avez donnés au début, je suis très intriguée par le pourcentage plus important en 1970 que maintenant. Oui, en 1970, il y avait 20% de travailleurs indépendants. En 2014, 10% environ. Oui, parce qu'il y avait beaucoup plus de travailleurs indépendants. En fait, le travail indépendant n'a fait que baisser jusqu'au tout début des années 2000, et où il a augmenté à nouveau d'à peu près de 2003 à 2013. Et depuis 2013, on est sur une stagnation, voilà, avec même une diminution pour les auto-entrepreneurs, sur la période 2014-2016. Mais bon, c'est quand même extrêmement marginal. Mais si on s'intéresse à une période beaucoup plus longue, le travail indépendant a diminué, n'a fait que diminuer, sauf, je vais vous dire, voilà, grosso modo, ces 15 dernières années. Aujourd'hui, on est à environ 10% seulement. Est-ce que vous êtes intéressé sur la corrélation entre l'esprit d'entreprise de ces entrepreneurs individuels et la culture nationale,
Ou alors c'est très lié plutôt à la technologie, pas tellement à la culture, qu'on soit australien, allemand, néerlandais, français. C'est plus parce qu'en Australie, les nouvelles technologies sont plus investies qu'en Amazonie centrale ou quoi que ce soit. Ah, alors, non, je ne me suis pas intéressé au poids que pourrait avoir la notion de culture nationale dans le développement de ces phénomènes. En revanche, je suis convaincu qu'on est face à un ou des phénomènes qui sont internationaux. C'est-à-dire que ce l'on parle des makers, des coworkers, des slashers, etc., on retrouve ces phénomènes dans beaucoup de pays, notamment, ce que j'ai dit, dans des grands centres urbains. Et ce qui est très intéressant, en revanche, quand on se déplace dans ces villes et qu'on s'intéresse, qu'on part à la rencontre de ces gens-là, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte qu'ils partagent finalement les mêmes références culturelles. Donc, au-delà d'une culture nationale, j'aurais envie de dire qu'on est face sans doute, pour ces personnes-là, à une culture globale. Avec un bémol, peut-être, ça sera pour une étude que j'ai faite auprès des makers, où là, le poids de l'histoire locale était extrêmement important dans la façon dont ils se définissaient. Mais ça ne les empêchait pas de se définir comme des makers et de faire référence au mouvement des hackers, au mouvement des geeks, qui sont des contre-cultures américaines, en fait.